bonjour à tous ou bonjour à ceux que j'ai pas eu l'occasion de croiser ce matin. J'étais assez touché à titre personnel sur les différentes interventions qui ont eu lieu depuis la reprise. François Gémen évidemment pour les travaux du GIEC qu'il s'est très bien relayé, et aussi par nos intervenants précédents sur les enjeux de biodiversité, où il ne faut pas effectivement oublier qu'on a un vrai prisme aujourd'hui sur tout l'enjeu carbone, et qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres enjeux socio-environnementaux. On vous a parlé de la biodiversité, moi ce matin aussi je vous ai parlé de l'acidification par exemple des eaux salées, qui est aussi un autre sujet d'ampleur sur les enjeux environnementaux. Mais aussi pour me contredire, mais aussi pour vous interpeller dans ce petit quiz que j'ai préparé pour vous, on va quand même revenir sur les enjeux de climat. Et en partant d'une conviction aussi que j'ai et que je ne suis pas le seul à avoir, et que j'espère vous saurez aussi partager après ce petit quiz, c'est que pour agir convenablement, et notamment aux bons enjeux et à la bonne hauteur de marche, il faut d'abord comprendre le problème. Et ça, c'est un préalable avant d'avoir une idée sérieuse sur le sens qu'on peut donner à son investissement personnel, professionnel, pour passer du temps à développer du renouvelable et à répondre en partie donc à l'équation climatique. Comme ça a été très bien dit, je crois, et François était là aussi pour le rappeler, bien entendu que le développement des renouvelables est une condition nécessaire pour arriver à aller accrocher ces trajectoires de l'accord de Paris, mais c'est une condition nécessaire, mais sûrement non suffisante aussi. Pour essayer peut-être de vous en convaincre, au-delà de cette phrase qui peut vous interpeller ou non, je vais vous proposer le même mécanisme qu'on a utilisé ce matin. Donc vous pouvez sortir vos smartphones si vous en êtes d'accord. Soit vous utilisez le QR code qui est à droite de votre écran pour pouvoir vous connecter, et vous pourrez nous dire que vous êtes connecté en appuyant sur un petit cœur pour vous dire que vous êtes prêt à répondre aux petites questions que j'ai préparées. Sinon, vous ouvrez une page internet www.menti.com et vous rentrez les 8 chiffres, 7, tiens, ça change, les 7 chiffres qui sont devant vous, 9, 7, 5, 8, 3, 2, 1, pour que vous puissiez vous connecter à la session. Je regarde rapidement si plusieurs d'entre vous sont déjà connectés. Vous êtes une petite dizaine. Vous pouvez faire plus si vous voulez. Rien n'est forcé, bien entendu. Je remets un petit QR code rapido et je vais revenir sur vraiment l'intention de ce quiz cet après-midi. Je l'ai un peu changé, un peu différent de ce qu'on vous a préparé demain, parce que demain, on dira aussi qu'il n'y a pas que les enjeux carbone et qu'il y a d'autres enjeux liés au développement des renouvelables en France et dans le monde. Mais là, en fait, je vais tester avec vous votre niveau de connaissance sur le dérèglement climatique. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui sont des experts, qui sont très intéressés, qui ont beaucoup lu, qui se sont beaucoup renseignés, ou qui découvrent à peine le sujet et font d'ailleurs pas forcément le lien entre leur métier, leur investissement ici et l'enjeu climat. Donc voilà, on est là pour tester ces connaissances. Vous avez bon, bravo. Vous n'avez pas bon, c'est pas grave. L'idée, c'est de se faire un petit topo sur votre niveau de compréhension de l'enjeu et des repères, d'un certain nombre de repères autour de la donne climatique. Voici une première question, j'en ai 4 à vous poser, avec quelques explications effectivement pour chacune des réponses que vous pourrez donner. Là, il y a plusieurs bonnes réponses possibles, comme vous pouvez le voir. Je vous demande de sélectionner ici les gaz à effet de serre, ce que vous pensez être des gaz à effet de serre parmi les gaz qui sont présentés ici. Donc, vous étiez, je pense, une petite vingtaine de connectés. On va attendre qu'il y ait de plus en plus de personnes qui répondent. Il y en a qui sont des gaz à effet de serre. Le dioxyde de carbone, a priori, je ne vais rien vous apprendre aujourd'hui, c'est celui dont on parle le plus, bien entendu. Mais il y en a d'autres dans la liste, donc vous pouvez vous lâcher, et puis il y en a peut-être qui n'en sont pas. Voilà. Je ne vais pas tarder à vous donner la réponse. J'attendais que les 20 répondants aient franchi la ligne. Voilà, très bien. Écoutez, voici la bonne réponse. Donc au risque peut-être de vous surprendre, tous les gaz que je vous présentais ici sont des gaz à effet de serre, sauf, excepté pour l'oxygène. Et même peut-être au risque de vous surprendre encore un peu plus, en fait, le premier gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère, ce n'est pas le CO2, on en parle tellement, mais c'est l'eau.
Et ça, je ne sais pas si vous le saviez. Donc, vous voyez, encore une manière de vous surprendre peut-être et vous montrer que c'est toujours intéressant d'aller explorer un peu mieux les sujets pour vraiment, encore une fois, bien les comprendre et derrière avoir des solutions adaptées. Pourquoi on ne parle pas beaucoup d'eau ? Ça pourrait changer d'ailleurs parce qu'il y a quelques petites breaking news pour les plus sachants de la salle qui arrivent aujourd'hui sur le fait que les activités anthropiques, celles issues de nos activités humaines, pourraient commencer à rajouter de l'eau dans l'atmosphère. Mais ce n'est absolument pas le cas encore jusqu'à aujourd'hui, où vous voyez ici l'évolution non pas des gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère, puisque encore une fois l'eau c'est le principal, mais ceux qui sont émis par nos activités. Et là, l'eau a disparu. Vous retrouvez le CO2 évidemment dont on parle tant, mais il y en a aussi d'autres, il y a évidemment le méthane, et puis il y a d'autres gaz à effet de serre aussi qui interviennent, je pense notamment au protoxyde d'azote pour l'agriculture. Donc vous ne voyez pas d'eau ici, même si on va en avoir un petit peu besoin. D'ailleurs, si dans la salle, il y en a qui savent comment produire de l'eau, vous venez me voir à la fin, et puis je pense qu'on fera une petite licorne ensemble dans les prochaines années. Mais on ne parle pas d'eau dans les émissions anthropiques, puisqu'on n'en produit pas. Ce que vous voyez ici, c'est l'une des cartes de ce qu'on appelle la fresque du climat. Je ne sais pas si dans la salle, certains ont déjà pu goûter à ce Serious Game, qui est un Serious Game assez puissant pour comprendre dans l'espace de 3 heures, c'est très court, l'essentiel du dérèglement climatique. Et vous voyez cette carte qui permet, en quelque sorte, de remercier le fait qu'il y ait des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Parce que, évidemment, on n'arrête pas de dire qu'il faut les baisser, qu'il faut s'en passer, la neutralité carbone, etc. Mais bien comprendre le sujet, c'est aussi prendre acte que sans les gaz à effet de serre, eh bien, on ne serait pas là pour s'emparer et il n'y aurait pas la vie sur Terre. Parce que sans les gaz à effet de serre, il ne ferait pas 15 degrés, qui est la température moyenne globale annuelle du globe aujourd'hui, mais il ferait 33 degrés de moins, il ferait moins 18 degrés. Donc vous voyez, avant d'attaquer en quelque sorte le surplus de gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère, on va d'abord les remercier d'être là, parce que s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas de vie. Allez, deuxième question pour continuer à tester vos niveaux de repères sur les enjeux du dérèglement climatique. La température moyenne globale du globe, j'en parlais à l'instant. Je ne sais pas si tout le monde a bien conscientisé ce que c'était. Imaginez, je fais simple, vous prenez un thermomètre, vous prenez la température à chaque instant partout sur Terre, vous faites la grande moyenne glissante à la fin de l'année, et il y a une température moyenne globale qui était donc de 15 degrés, comme je viens de l'exprimer actuellement. Évidemment, il fait plus froid au niveau des pôles, plus chaud au niveau de l'équateur, mais c'est la température moyenne globale du globe qui est à 15 degrés. Il y a 120 ans, en 1900, il faisait plus froid. Donc je vous la refais à l'endroit, parce que là je vous ai dit un peu à l'envers. Entre 1900 et 2020, la température moyenne globale du globe, elle a augmenté d'un certain nombre de degrés, et je vous demande effectivement de répondre ici. Eh bien écoutez, le niveau de conscience de la salle est particulièrement bien élevé, puisque vous avez, pour la majorité d'entre vous, en tout cas, bien répondu à la question, c'est bien 1,2. Je vous avoue que quand je fais ce quiz-là, pour des auditoires peut-être moins en lien avec la thématique du climat et des renouvelables, beaucoup de personnes répondent 1,5 ou 2, ce qui n'est pas fondamentalement une mauvaise nouvelle en soi, parce que ça veut dire que vous avez déjà lu sur le sujet. Parce que 1,5 ou 2 degrés, ce sont en fait des limites à ne pas dépasser, et ce sont les limites de l'accord de Paris. Et donc vous voyez cette petite animation dynamique qui montre effectivement les limites que sont plus 1,5 et plus 2 degrés par rapport à l'industriel, et cette petite tendance, vous me l'accorderez, à l'accélération du réchauffement global. Et en fait, finalement, je pense que le terme d'accélération du réchauffement global est plus approprié que le réchauffement global tout seul. Et c'est pour ça que le terme peut-être de dérèglement climatique est plus opportun, parce que le fait qu'il fasse plus chaud ou plus froid, c'est déjà arrivé, mais ce qui est totalement inédit, c'est la vitesse en fait, du réchauffement et donc de l'impact que ça peut générer, et notamment en termes d'adaptation de la faune et de la flore dont nous faisons partie. Cette petite infographie, c'est Ed Hodkins qui l'a imaginée. Ed Hodkins, c'est un climatologue britannique bien connu. Je pense qu'il y a très peu de gens qui sont capables d'aller à l'intérieur de ces modèles. C'est quelqu'un de très instruit sur les projections climatiques, mais il a encore du temps de cerveau disponible le week-end pour nous proposer des infographies qui vont toucher, on va dire, tous les citoyens du monde pour dire n'essaie pas de comprendre mes modèles, ça va être compliqué, mais intéresse-toi à mon sujet parce qu'il y a quelque chose d'important qui se passe et ça vaut le coup. Je ne sais pas si vous avez vu, toujours du même auteur, cette représentation-là aussi qui fleurissent pas mal sur les réseaux sociaux. Alors c'est pas un drapeau français, c'est pas du chauvinisme climatique, c'est la même chose que ce que vous avez vu avant, mais non dynamique.
c'est ce qu'on appelle les warming stripes. Vous prenez une barre, c'est une année. Il y en a à peu près 170 devant vous. À gauche, 1850. À droite, 2020. Plus c'est froid, plus c'est bleu. Plus c'est rouge, plus c'est chaud. Et on a une vision, comme ça, résumée de ce qu'on est en train de vivre, en fait, maintenant, depuis 30 ans, où finalement, vous voyez les différentes barres à droite, c'est l'état de situation de notre monde depuis 30 ans, où finalement, ces 7 dernières années, ce sont 7 années de record de température moyenne globale annuelle depuis les 120 dernières années. Donc on n'est plus dans une projection du GIEC qui a été créée en 88, on est dans la réalité aujourd'hui du réchauffement, et c'est ça aujourd'hui qu'il faut pouvoir comprendre pour aussi, derrière, mieux appréhender le fait que le saut et l'accélération, notamment vers le renouvelable, est plus que justifié. Allez, troisième question. Il y a 20 000 ans, nous étions dans une ère glaciaire. Alors aussi, pour remettre un peu de perspective, on va dire, sur ce que c'est que 20 000 ans, parce que ce n'est pas forcément bien palpable par tout un chacun d'entre nous, la sédentarisation de l'humanité, c'est-à-dire en gros le fait d'avoir arrêté de cueillir et de chasser et d'avoir commencé à faire pousser du riz ou du maïs, mais surtout du riz et du blé en fait, et d'avoir commencé à construire des maisons, c'était à moins 8000 années avant Jésus-Christ. On va dire 10 000 ans pour arrondir. Donc là, on fait un saut encore un peu plus loin, on est à moins 20 000 ans, donc décidément, on est des chasseurs et des cueilleurs, et je vous demande de me retrouver la température moyenne globale du globe qu'il faisait à cette époque-là, lorsque nous étions en ère glaciaire. Donc, j'ai quelques réponses à moins 20 degrés, ce qui va être entre nous un petit peu difficile, parce que sans gaz à effet de serre, je vous ai dit qu'il faisait moins 18 tout à l'heure. Donc vous aurez compris, ce n'est pas forcément la bonne réponse. Mais vraiment, le niveau de conscience de la salle est vraiment très élevé, c'est très agréable, puisque la bonne réponse, c'est effectivement 10 degrés. Alors là aussi, je vais vous montrer une infographie qui est aussi intéressante à bien ancrer pour comprendre ce que c'est que 5 degrés de différence de température. C'est pas on enlève un pull parce qu'il fait plus chaud ou plus froid. Il ne faut pas confondre climat et météo. Parce que vous voyez le monde dans lequel on était il y a 20 000 ans, quand il faisait 10 degrés en moyenne globale annuelle, c'est-à-dire 5 degrés de moins qu'aujourd'hui, bien le monde n'était pas forcément moins bien, ou mieux, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Il était juste totalement différent. Nous avions de la glace du pôle Nord qui arrivait jusqu'à Londres, 3 km de couches de glace au nord de l'Europe, la toundra à Paris et des phoques à Marseille. Donc on était vraiment dans un autre environnement, un autre continent, notamment européen. L'océan était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui, et seulement avec 5 degrés de différence. Ce qui est en train d'élaborer, de consolider aujourd'hui les projections du GIEC, qui ne fait qu'agréger depuis maintenant 33 ans, on va dire une maturité de compréhension globale des enjeux qui sont les nôtres, c'est que si nous ne changeons pas de trajectoire par rapport à celles qui sont les nôtres depuis 30 ans, nous engageons un réchauffement global qui pourrait être aussi de l'ordre de 5 degrés, de plus 5 degrés par rapport à l'industriel, et non pas cette fois en 10 000 ans ou en 20 000 ans, comme ça s'est passé entre l'ère glaciaire et celle d'aujourd'hui, mais en seulement 100 ou 150 ans. Et donc finalement, ce dérèglement climatique, encore une fois, ce n'est pas le réchauffement global en fait, dont on va parler, mais c'est cette vitesse de réchauffement qui est 100 fois plus rapide que les cycles naturels du climat. Allez, dernière question pour continuer à tester votre niveau de connaissance et de repère sur le dérèglement climatique qui est particulièrement bon aujourd'hui. Ce que je vous demande, là c'est manichéen, c'est oui ou non, c'est ces 800 000 dernières années, donc là on fait un saut encore plus élevé, hein. On était il y a moins 20 000 ans, là je vous rajoute un zéro, je multiplie par 4, on est quasiment à 1 million d'années avant nous. Est-ce que les taux de concentration aujourd'hui qu'on a de CO2 dans l'atmosphère, est-ce qu'on les a déjà approchés ces 810 000 des dernières années? Alors, est-ce que c'est une question piège? Est-ce que c'est pas une question piège? Je vous laisse réfléchir quelques secondes pour comprendre si la réponse est oui ou non. Un relatif bon équilibre sur ce que vous êtes en train de nous dire ici. La réponse est non. Je vais vous montrer ce qui est peut-être le graphique le plus impressionnant que vous pourrez voir sur la thématique du dérèglement. Il y en a beaucoup qui peuvent impressionner. Celui-là en fait très certainement partie, puisque ce que nous sommes en train de faire, en fait, depuis près de 150 ans, et surtout depuis 80 ans, en fait, et depuis ce qu'on appelle la grande accélération, depuis l'explosion des consommations d'énergie fossile en valeur absolue, depuis l'après-guerre, c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé ces derniers millions d'années. Voilà. C'est une vitesse
qui n'a pas d'équivalent. Et c'est ça qui doit nous interroger, c'est comment résoudre finalement ce qu'on appelle l'anthropocène. C'était un terme extrêmement sérieux, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré. Nous sommes dans l'Holocène en fait depuis la sortie de l'ère glaciaire, dans une ère géologique qu'on a qualifiée d'Holocène. Et il est question aujourd'hui de redéfinir l'ère géologique dans laquelle nous vivons depuis quelques décennies, à Anthropocène. Anthropos, c'est l'homme avec un grand H, les femmes et les hommes, il n'y a pas de différence. Et c'est une ère inédite où les humains, les femmes et les hommes, ont un impact direct sur les grands cycles naturels du climat. Et ça peut aussi permettre peut-être de s'interroger, notamment sur ce qu'on vous disait tout à l'heure, sur l'impact que nous pouvons avoir de par nos activités et comment les diminuer évidemment et comment s'adapter. Voilà, je finis cette courte présentation par ce graphique, qui est encore une autre carte de la fresque du climat. Il y en a 42 en tout, je vous en aurais montré 2, comme ça il y en a encore 40 à découvrir, qui est finalement une carte qui me touche à titre personnel beaucoup, et je ne suis pas le seul. Pourquoi ? Parce que en fait, la concentration de CO2 dans l'atmosphère, elle s'exprime en ppm, parties par million. Vous prenez 1 million de molécules dans l'atmosphère, vous les comptez au hasard, et avant de commencer à brûler autant de fossiles, la concentration était extrêmement stable depuis 10 000 ans et était de 280 molécules de CO2 dans 1 million de molécules. On parlait de 280 ppm de CO2. Et depuis qu'on a engagé cette fameuse grande accélération, et surtout depuis 1990 en fait, nous gagnons 3 ppm par an. Et ça, c'est des choses que, pour ceux qui regardent le sujet du climat depuis plusieurs années, c'est des choses qu'on vit en fait tous les ans et qu'on conscientise. Moi, mon premier cours que j'ai donné dans une école d'ingénieurs sur les politiques climatiques, c'était en 2007, ça remonte un peu, et j'avais une diapositive qui parlait des concentrations de CO2 dans l'atmosphère qui étaient à 386 ppm. Cette diapositive-là, ça fait 14 fois que je l'actualise et que je la change tous les ans en rajoutant 3 ppm. Je suis passé de 386 à 389, à 392, à 395, 400 tout rond en 2014, puis 403, puis 406 l'année dernière, 412, et cette année 415. Et vous savez quoi ? Il ne faut pas non plus se raconter trop d'histoires. Je pense que l'année prochaine, je mettrai 418. Parce qu'on n'est pas encore prêt, en fait, à changer de trajectoire. Et c'est ça dont on parle notamment dans un salon comme Synergie, c'est comment accélérer la transformation pour arrêter de gagner ces 3 ppm par an. Les membres du GIEC, comme François Gémen qui s'exprimait à l'instant en fait partie, vous pourrez télécharger quelques CV si ça vous amuse sur Google ou Lilo pour regarder leur CV. Ils ne mettent plus leur année de naissance. Ils mettent leur année de naissance ppm. Voilà, pour rendre compte un petit peu de ce chiffre-là. Moi, je suis né en 339 ppm. Voilà, vous pourrez regarder si vous voulez quel est votre ppm de naissance et permet de mieux conscientiser le fait que nous gagnons des ppm et qu'il ne va pas trop falloir en gagner. Les fameux 2 degrés des accords de Paris, je parle à des sachants maintenant, on vient de faire 4 questions ensemble sur le climat, 2 degrés, plus de degrés par rapport à l'ère industrielle, c'est l'équivalent de 450 ppm. Vous pouvez faire votre calcul de coin de table. Je vous ai dit qu'on gagnait 3 ppm par an depuis 1990. On est à 415 aujourd'hui. Si nous ne changeons pas de trajectoire, eh bien 415 plus 3 tous les ans, les 450, on va les franchir très rapidement et avant 2040. C'est ça le concept d'urgence climatique et d'urgence à agir. C'est que la trajectoire qui nous engage actuellement, elle va dans un monde qui est au-delà des 2 degrés. Et un monde à 2 degrés, on n'a pas très envie d'aller l'explorer. Et si vous avez encore besoin d'être convaincu là-dessus, faites une fresque du climat et après cette expérience-là, vous serez convaincu qu'un monde à 2 degrés, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de visiter. Merci beaucoup.